La question de la répartition des richesses est enfin en train vraiment de basculer et de s'imposer dans le pays, et c'est essentiel. D'où aussi l'importance de notre marche dimanche. Cette mobilisation de dimanche, elle est déterminante. Et vous avez énormément d'associations et de syndicalistes qui y appellent. La situation, elle est tendue en France, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment dans l'hémicycle avec l'examen du projet de loi de finances. Depuis hier, plusieurs amendements ont été adoptés contre l'avis du gouvernement, notamment sur les super dividendes et sur le rétablissement de l'exit tax. Emmanuel Macron perdrait-il pied à l'Assemblée? La tenaille de la rue et des députés de l'opposition pourrait-elle le faire plier? Pour parler de cette actualité parlementaire mouvementée et plus généralement de la colère qui gronde dans le pays, je reçois Daniel Simonet, député de la France Insoumise, de la NUPES, de Paris. Daniel Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, j'arrive direct de l'Assemblée nationale et dès qu'on a fini, je refonce là-bas parce qu'il y a plein de votes extrêmement importants. Et comme vous l'avez bien introduit, il y a des victoires à arracher dans cet hémicycle où les choses ne fonctionnent absolument pas comme dans le quinquennat précédent. Se tient notamment en ce moment le débat donc, sur le budget à l'Assemblée. Les oppositions, dont vous faites partie, vous avez remporté des petites victoires puisque plusieurs amendements ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. C'est rude, ça a été très rude hier soir, ça a été très rude aujourd'hui. Que se passe-t-il? Est-ce que ces amendements arrachés à la majorité sont suffisants? Alors bien sûr que c'est pas suffisant, mais ça montre une chose. C'est que finalement, la majorité présidentielle est minoritaire. Et donc, ils ne peuvent pas fonctionner comme dans le quinquennat précédent. Vous aviez les plus mobiles de la Macronie qui votaient comme un seul homme. Et finalement, ils s'en moquaient des débats à l'Assemblée et piétinaient le Parlement. Et on était vraiment dans la concentration du pouvoir exécutif qui faisait ce qu'il voulait. Là, ils sont dans une situation où ils ne sont pas majoritaires et où, enfin, l'Assemblée nationale peut vraiment... prendre sa place dans le débat. Bon, néanmoins, les débats, oui, sont rudes. On a, par exemple, arraché une victoire qui est certes symbolique, mais le symbole est extrêmement important, puisque vous savez que nous bataillons pour exiger une taxation des super-profits, parce que quand on voit Total qui a engrangé plus de 18 milliards sur le semestre précédent, enfin, je veux dire, et que le gouvernement ne veut pas taxer les super-profits, ne veut pas augmenter les salaires, ne veut pas bloquer les prix, ne veut pas baisser les loyers, et que les gens sont pris à la gorge, tout ça est obscène. Bon. Et là, il s'est passé qu'à l'Assemblée, vous aviez un amendement du groupe Modem, qui donc fait partie de la majorité présidentielle, et qui proposait une taxation des super dividendes. Donc, qui était assez limitée, puisqu'il s'agit vraiment des super dividendes redistribués, qui sont taxés à 30%, et là, on passait à 35%. Mais c'est un symbole. Et l'amendement a été adopté, et y compris, vous avez eu non seulement donc, le groupe Modem qui l'a soutenu, mais aussi des députés de Renaissance qui se sont abstenus et qui ont permis à ce que cet amendement soit adopté. Donc c'est une bataille importante qui nous encourage d'autant plus à continuer parce qu'on va avoir d'autres amendements sur la question des super-profits et qui pose par ailleurs un autre débat parce que le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il allait recourir au 49.3. Donc finalement, les batailles que nous avons pu mener, les amendements qu'on a arrachés, quand ils vont mettre à exécution l'outil qui est certes constitutionnel mais totalement antidémocratique du 49.3, qu'est-ce qu'ils vont garder dans le texte? Est-ce qu'ils vont imposer leur texte d'origine ou est-ce qu'ils vont quand même un minimum respecter le débat démocratique du Parlement et garder les amendements adoptés ou les articles retirés? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Mais on continue la bataille. Il y a eu aussi, par exemple, juste avant que j'arrive, je suis en retard parce qu'il y avait un vote qu'on a arraché qui était sur en fait, des aides fiscales pour les personnes âgées en EHPAD. Et puis, c'était aussi pour restaurer une certaine équité que les personnes perçoivent des aides un peu équivalentes lorsqu'elles sont à domicile. Donc, parfois, tout d'un coup, il y a des sujets comme ça où on arrive à faire en sorte qu'une majorité se dégage, y compris contre l'avis du gouvernement. Alors, si parfois vous arrivez à arracher des petites victoires, notamment si une taxation temporaire des dividendes a été arrachée, il y a tout de même une question qui continue à se poser, celle de la taxation des super-profits. Emmanuel Macron, hier, il était sur France 2, il s'est exprimé au cours d'une interview sur le service public. On l'écoute. Y compris en passant par une taxation des super-profits, qui est une décision que l'Europe, d'une certaine manière, a imposée. Et c'est ce que l'Europe a repris à la France, parce que c'est ce que cette contribution sur la
sur les surprofits que faisaient les acteurs de ces secteurs. C'est ce que nous avons fait dès le début avec les acteurs, en partie. Je ne veux pas être trop technique, mais en demandant par exemple à l'EDF de contribuer davantage et en garantissant de l'électricité par l'ARENH, ou en le faisant sur d'autres acteurs. On vous avait entendu dire que vous n'étiez pas favorable à la taxation des super-profits. On a l'impression que la décision s'est imposée par l'Europe. Non, c'est pas ça. D'abord, ce n'est pas une taxation, c'est une contribution des profits qui sont faits par des acteurs du secteur dont les coûts de production n'ont rien à voir avec l'envolée des prix. C'est plutôt surprenant, non? C'est assez surprenant d'entendre ça quand on sait que le gouvernement a été plutôt vent debout contre la taxation des super-profits. Est-ce que c'est quoi? C'est un énième revirement macroniste? En fait, depuis le début, quand nous on dit taxation des super-profits, on parle de la taxation de tous les super-profits. Emmanuel Macron et la Macronie sont opposés parce que vous comprenez, faut pas s'attaquer aux riches, quoi. Voilà, on voit bien, je veux dire, tout le quinquennat précédent était un quinquennat qui a facilité l'enrichissement des milliardaires de ce pays qui ont vraiment pu engranger énormément de bénéfices. Néanmoins, face à la montée de cette revendication de la taxation des super-profits qui est très populaire en France, mais qui par ailleurs est soutenue par des organismes qui sont pas spécialement très insoumis. Je veux dire, le FMI, l'ONU, la Commission européenne. Vous avez plusieurs pays en Europe qui ont par ailleurs mis en place cette taxation des super-profits. Donc le gouvernement après a dit non mais faut le faire à l'échelle européenne. C'est une façon de botter en touche. Et là ils atterrissent sur une contribution, mais qui est quand même très limitée à certaines entreprises et qui pourrait rapporter 200 millions d'euros quand notre taxation sur les super-profits pourrait ramener plus de 20 milliards. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le même ordre de grandeur. Mais voilà, il faut continuer la bataille parce qu'en ce moment, la question qui est posée, c'est celle de la redistribution des richesses. Et c'est vraiment... qui est posée par la grève, notamment. Exactement. Je veux dire, la grève des raffineries de Total et de... Exxon, voilà, que nous soutenons, que nous sommes allés soutenir, qui aujourd'hui est en train aussi de prendre de l'ampleur, puisque vous avez des mouvements de grève qui, au niveau de centrales nucléaires, vous avez des mouvements de grève qui vont aussi rejoindre l'appel à la journée interprofessionnelle de mardi prochain, où d'ores et déjà vous avez l'annonce non seulement de la CGT, mais je crois aussi de FO et de Sud Solidaire qui s'y joignent, donc une unité syndicale dans la rue, montre à quel point contre la vie chère et contre l'inaction contre la vie chère et contre l'inaction climatique, voilà, qui pose aussi cette question, voilà, de la hausse des salaires, du blocage des prix, de la baisse des loyers. On va en parler, mais d'abord je voudrais poursuivre un petit peu sur ce qui s'est passé parce que c'est quand même un événement pour les observateurs politiques. Il y a 3500 amendements qui ont été déposés. Il y a la fronde des oppositions, dont celle de la NUPES. Et la Macronie qui explose. Voilà. Pensez-vous, dans ce contexte-là, n'y a-t-il pas un risque que le gouvernement décide en fait de passer le 49.3 ? Tout à fait. Et c'est la menace qui plane depuis le début. À mon avis, ils vont pas le faire avant la marche. Sur le vote du budget. Ils vont pas le faire. C'est la menace qui plane depuis le début. Et ils vont pas le faire avant la marche de dimanche contre la vie chère. Ils vont pas le faire avant la grande journée interprofessionnelle de grève de mardi. Mais pour eux, c'est quasi acquis qu'ils vont mettre en place ce 49.3. Parce que c'est la panique. Et parce qu'ils sont en panique, ils ne sont pas majoritaires. Nous les mettons en minorité sur un bon nombre d'amendements. Il faut savoir, par exemple, que sur la loi de programmation des finances publiques qui imposait une trajectoire d'austérité, mais c'est-à-dire, par exemple, pour savoir que pour les collectivités, on leur imposait des budgets sur les prochaines années, à chaque fois des très faibles augmentations des dépenses publiques, bien inférieures à l'inflation. Donc des coups de rabot dans l'ensemble des services publics. Donc un encouragement à casser dans nos services publics, à les privatiser. Donc un étranglement des collectivités territoriales qui sont déjà à l'os. Bon, eh bien, ça, on a réussi aussi à faire tomber un bon nombre d'articles là-dessus. Donc ils sont dans une situation où ils devraient respecter la démocratie parlementaire, réaliser qu'il va falloir enfin composer, puisque ça dit toujours leur discours, on va gouverner autrement, on va dialoguer, puis en fait que dalle. Ils n'intègrent jamais volontairement les amendements, ils sont toujours en opposition aux amendements de l'opposition, et pour autant, par le vote, on leur impose. Bon. Et ce recours au 49.3, c'est vraiment l'arme totalement antidémocratique de la Ve République,
qui fait que l'exécutif peut décréter qu'il piétine le Parlement et qu'il s'impose, et qu'il impose sa politique, son budget. Donc il y a cette menace du 49.3 sur le budget, mais aussi sur le budget de la sécurité sociale qui viendra juste après. Et on sait que dans leur dérive autoritaire, ils ont l'intention aussi d'imposer leur contre-réforme des retraites et de nous faire travailler jusqu'à 65 ans, 67 ans, enfin vraiment une régression. Il pourrait succéder comme ça plusieurs 49.3, ça pourrait pas générer une crise politique ? On est de fait là dans une séquence de crise politique. Bon, on avait déjà vu en juillet à quel point les choses étaient tendues, qu'il n'avait pas une majorité si facile. Il y avait déjà eu des votes que nous avions Mais du coup, si c'est une crise politique, est-ce qu'il n'y a pas le risque, plus que le 49.3, celle de la dissolution de l'Assemblée nationale ? Faut pas s'en inquiéter, il n'y a jamais un risque de retourner vers le peuple. En tout cas, c'est pas. Vous souhaitez de nouvelles élections législatives ? À la fois, la menace d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée est une menace totalement scandaleuse, parce que c'est vraiment le monarque qui décide de dissoudre les représentants du peuple, comme si le monarque pouvait dissoudre le peuple. Et on voit bien que dans nos institutions, on devrait avoir le droit de révoquer les élus, donc le droit de révoquer le président de la République. Parce que ça, on est dans une situation où lui seul peut décider, non, cette représentation du peuple ne me plaît pas, je la dissous. Mais peut-être que c'est au peuple de dire s'il est toujours d'accord pour être représenté par ce président de la République. Un référendum révocatoire. Exactement, c'est pour ça que nous sommes pour une 6e République qui instaurerait le référendum révocatoire. Mais je vais vous dire, s'il y a un retour aux urnes, nous n'avons pas peur. Vous irez avec la NUPES, vous ferez Front commun exactement, et ce sera justement l'occasion de pouvoir l'emporter. Et nous sommes prêts, nous avons un programme de gouvernement. Nous avons un programme de gouvernement, et dans ces batailles à l'Assemblée, ce qui est magnifique aussi, c'est de voir à quel point la NUPES est soudée et est homogène dans ses différentes composantes pour mener ensemble les batailles, comme on l'a déjà démontré au mois de juillet sur la loi pouvoir d'achat. Alors, on va sortir un petit peu de l'Assemblée nationale. Vous l'avez déjà un petit peu fait tout à l'heure, mais on va ressortir à nouveau pour parler de la situation politique dans le pays, notamment venons-en à cette grève qui secoue la métropole. Quelle a été votre réaction quand le gouvernement a annoncé la réquisition des salariés grévistes de plusieurs raffineries et dépôts de carburant ? Mais c'est un scandale. C'est franchement un scandale. D'abord, invoquer la réquisition, c'est vraiment mépriser le droit de grève. C'est vraiment Elisabeth Borne, en tant que Première ministre, dit voilà, je suis contre le droit de grève. C'est quoi, on bafoue un droit constitutionnel ? Complètement, on bafoue un droit constitutionnel. Et par ailleurs, la question on utilise la réquisition pour ce à quoi elle ne doit pas servir. La réquisition ne sert pas à casser le droit de grève. La réquisition sert si vous avez vraiment un problème par rapport à nos pompiers, à nos ambulances, et sur ces questions entre guillemets vitales. Là, la réquisition de l'essence, oui, peut être compréhensible, mais on n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc on est sur un abus du recours à la réquisition pour casser le droit de grève. Et donc, c'est une remise en cause des libertés syndicales inacceptable. Sauf que le gouvernement est en train de se faire avoir à son propre piège. Parce que l'arme répressive qu'il a brandie, eh bien, de fait, encourage d'autant plus la détermination des grévistes et la détermination des autres salariés à être en solidarité. Nous avions donc des camarades qui ont pu se joindre à des raffineries. Moi, j'ai pu hier participer à un rassemblement qui a été fait dans la journée à l'appel de l'Union départementale de la CGT. Il y avait beaucoup de monde sur l'hôtel de ville. Ce matin, j'étais à 7h30 au Lilas. Donc vraiment pas loin d'ici, parce qu'il y avait une mobilisation pour le premier jour de grève du dépôt de bus des Lilas, de la RATP, où eux, ils ont organisé ce rassemblement et cette grève à la fois évidemment pour exprimer leur solidarité avec les grévistes des raffineries, et puis encouragés par le courage des grévistes de raffinerie pour dire mais nous aussi on est en grève parce que nous on a un autre problème, c'est qu'on privatise nos lignes de bus et du coup on dégrade totalement nos conditions de travail. On leur impose de travailler plus, mais avec des salaires qui ne suivent pas. Et vous avez en ce moment à la RATP un nombre de démissions qu'ils n'ont jamais vu historiquement. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais je peux vous dire que moi, les habitants n'arrêtent pas de m'en parler, et je comprends bien parce que c'est l'enfer. Vous avez des retards de bus, une désorganisation qui est complètement dingue en ce moment. Vous attendez une demi-heure un bus, et ça depuis cet été. Mais parce que le système de privatisation qu'impose Pécresse et que soutient le gouvernement, eh bien, casse totalement nos services publics des transports.
Alors par rapport à ces grévistes, je voudrais revenir un petit peu sur le discours qu'on a actuellement avec le gouvernement et plus généralement avec cette majorité relative à l'Assemblée, qui est d'opposer les grévistes à une majorité de Français qui pâtiraient des revendications salariales de quelques-uns. On a notamment entendu Gabriel Attal dans l'hémicycle, lui ministre délégué au compte public à ce sujet. On l'écoute. Chose sur laquelle je veux insister et que je veux relever, monsieur le député, c'est que vous avez consacré à peu près un tiers de votre intervention, 5 minutes, à revenir sur le blocage des raffineries Total et Esso. 5 minutes de votre intervention. En 5 minutes d'intervention, vous n'avez pas eu un seul mot pour les dizaines de millions de Français qui sont empêchés de faire leur plein. Pas un seul mot pour les Français qui ne peuvent pas faire le plein de leur véhicule. Vous avez dit nous soutenons ce conflit parce que nous soutenons les salariés et les travailleurs, mais les travailleurs qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas faire le plein de leur voiture, quand est-ce que vous les soutenez ? Les professionnels de santé qui ne peuvent pas exercer parce qu'ils ne peuvent pas faire le plein de leur véhicule, quand est-ce que vous les soutenez ? La réalité, c'est que vous êtes toujours du côté de ceux qui bloquent, vous n'êtes jamais du côté de ceux qui font avancer notre pays, qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin. C'est ça la réalité, et vous le démontrez en... Comment répondre ? Franchement, d'abord dans l'intervention de Mathilde Panot qui intervenait, qui faisait la question d'actualité pour le groupe La France Insoumise, notre présidente de groupe, elle était revenue justement sur la difficulté de cette période-là pour toutes celles et ceux qui travaillent et qui n'ont pas d'autres moyens de déplacement que leur voiture et qui sont en train d'attendre des heures et des heures en espérant avoir de l'essence. Et parfois, vous voyez, vous faites la queue et puis arriver à la pompe, ça y est, c'est fini, on n'a plus. Bon. Donc on sait très bien que c'est très dur. Donc on a d'abord exprimé notre soutien avec ce que vivent les femmes et les hommes aujourd'hui. Mais tout le monde a bien conscience que cette bataille menée par les grévistes des raffineries, elle est utile pour tout le monde. Parce que si eux arrachent l'augmentation des salaires qu'ils revendiquent de 10%, et qui est légitime quand vous voyez l'inflation, les salaires devraient être indexés sur l'inflation, sinon vous perdez du pouvoir d'achat, et les Françaises et les Français perdent du pouvoir d'achat en ce moment. Si eux arrachent cela, demandent une revalorisation de 10%. Exactement. Si ils gagnent ça, eh bien ça va encourager d'autres secteurs à gagner cela. Et à ce moment-là, la question de la hausse des salaires et de la redistribution des richesses, elle va pouvoir être posée par tout le monde et pouvoir être conquis par tout le monde. Et moi, je peux vous dire, j'avoue, je suis venue en taxi pour aller au plus vite depuis l'Assemblée nationale, alors que d'habitude, je prends toujours les transports en commun. Et le chauffeur de taxi, il me demandait alors, parce que vous êtes député, peut-être vous savez, l'essence là, ça va durer combien de temps ? Puis je lui dis, écoutez, là, a priori, c'est mal barré parce que pour l'instant, les négociations, Total propose une augmentation de 6%, alors que le patron de Total, il s'est augmenté de 50%. Et mardi, vous avez une grande journée interprofessionnelle où il y a plein d'autres secteurs qui vont se mettre dans la grève. Et là, il me disait, mais de toute façon, ils ont raison. Et donc, le chauffeur de taxi, lui, vraiment, s'il y a bien une profession qui dépend de l'essence, c'est bien celle-ci. Bien, le chauffeur de taxi, il n'était pas du tout contre les grévistes des raffineries, il était contre ce gouvernement qui est responsable, parce qu'il le sait très bien. Si le gouvernement avait décidé, dès le mois de juillet, quand nous le demandions, eh bien, de taxer ces super profits de Total qui n'ont pas été faits parce qu'ils auraient inventé quelque chose ou découvert un nouveau process ou je ne sais quoi. Non, ils ont spéculé, ils se sont gavés en profitant de la crise. S'ils avaient taxé ces super profits pour les redistribuer, la situation serait autre. Voilà, on aurait un partage des richesses. Voilà. L'actualité politique, c'est aussi la journée de dimanche, 16 octobre. Vous en aviez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va développer. Donc, c'est une journée appelée notamment par la NUPES, une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. C'est un dimanche. C'est pas appelé par les grandes confédérations syndicales. Est-ce que c'est une journée qui ne s'inscrit pas forcément dans le cadre d'une grève générale que certains espèrent ? C'est une journée qui va permettre à toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément aujourd'hui prêts à faire grève de pouvoir aussi converger et faire converger les colères. Et vous avez beaucoup de fédérations syndicales et de syndicalistes qui appellent à cette manifestation. Et elle va redonner du courage à tout le monde. Mais l'objectif, ce n'est pas la grève générale, donc. Oh, mais écoutez, la grève générale, c'est pas à nous de la décréter. Et l'appel à la grève et la journée interprofessionnelle de mardi, par contre, va y contribuer. De la même manière que la manifestation de dimanche va redonner de la confiance aussi à tout un tas d'hommes et de femmes qui n'attendent que ça, de pouvoir se retrouver en manifestation pour exiger quoi ? La hausse des salaires, le blocage des prix,
le blocage des loyers, voire la baisse des loyers. Et aussi, enfin, des mesures de bifurcation écologique, parce qu'on voit bien que l'urgence climatique est là et que ce gouvernement est en totale inaction climatique. Regardez tout le débat qu'on a sur l'énergie. On n'a pas de souveraineté énergétique parce qu'on a pris des années de retard dans le développement des renouvelables, des énergies renouvelables. Et que ce gouvernement... Oui, tout est lié à l'inflation, mais complètement. la question sociale et écologique, elles sont liées. Si vous les prenez pas ensemble, à ce moment-là, vous n'y répondez pas, ni à l'une ni à l'autre. Bon, donc cette mobilisation de dimanche, elle est déterminante. Et vous avez énormément d'associations et de syndicalistes qui y appellent. Et elle va contribuer aussi à redonner du courage aux mobilisations qui vont suivre mardi. Ouais. Et vraiment, faut pas opposer les deux. Au contraire, syndicats. Exactement, faut pas opposer les deux. Nous sommes sur les piquets de grève, nous soutenons et nous appelons à cette marche de dimanche. Et je peux vous dire que sur nombre de piquets de grève, vous avez aussi des appels à la marche. Donc par exemple, cette semaine, avec j'ai soutenu aussi les agents de la ville de Paris, du comité d'action sociale de la ville de Paris, qui sont en grève également et qui disent quoi? Ils disent c'est pas possible, on est les oubliés du Ségur. Pourquoi est-ce que nos collègues, certains ont eu la prime Ségur et d'autres sont oubliés? La ville de Paris doit absolument aller au-delà du décret et ils veulent la prime Ségur pour toutes et tous. Eh bien, leur tract, vous aviez un recto avec leurs revendications de grévistes et puis au verso, vous aviez l'appel à la marche de dimanche. Et plein d'organisations syndicales ont procédé ainsi. Au rassemblement de jeudi devant l'hôtel de ville, vous aviez des syndicalistes qui ont terminé leur intervention de soutien aux grévistes à l'appel de la marche de dimanche. On va conclure sur cette dernière question, mais on le voit à Fos-sur-Mer, il y a une raffinerie où les salariés ont décidé de mettre fin à leur grève. Donc c'est pas forcément gagné, ce mouvement. Il se développe dans certains secteurs, mais pas forcément partout, sachant qu'en plus derrière, il va y avoir la très controversée, vous en avez parlé tout à l'heure, contre-réforme des retraites qui va arriver à un moment donné dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors nous, on va continuer la bataille dans l'hémicycle. Mais c'est évident que pour mener cette bataille dans l'hémicycle, il faut qu'elle s'articule avec une mobilisation dans la rue et inversement. Il faut qu'on marche sur ces deux jambes-là. Ce ne sera pas l'un sans l'autre, l'autre sans l'un. Je vois bien que lorsqu'on arrache des petites victoires et qu'on montre que ce pouvoir est aux abois, que ce pouvoir est affaibli, ça donne du courage aussi à celles et ceux qui sont peut-être hésitants d'aller dans la rue ou d'aller dans la grève. Donc un front uni, syndicat, parti politique. Nous, notre souhait, c'est de créer les conditions d'une mobilisation type Front Populaire. C'est de cela dont nous avons besoin. De vous faire aussi dans l'Assemblée nationale le relais des luttes et de ceux qui occupent les entreprises. Vous savez, on n'arrête pas, nous, depuis le début, et c'est ce que faisaient par ailleurs les 17 députés insoumis dans la précédente mandature, on n'arrête pas d'inviter la vraie vie, d'inviter les résistances et leur donner voix dans nos interventions à l'Assemblée nationale. Parce que c'est de cela dont on se nourrit. Je veux dire, moi, c'est de ma compréhension des combats qui sont menés sur le terrain de ma circonscription et ailleurs en France que se nourrit ma détermination à mettre en échec les politiques antisociales et anti-écologiques de ce gouvernement. Et par contre, je sais aussi, quand je reviens sur le terrain et que les gens me remercient de mes interventions et de nos interventions à l'Assemblée ou dans les médias, ils nous disent « vous nous donnez de l'espoir ». Et nous avons, en tant que NUPES, soulevé un espoir depuis l'élection présidentielle et le score de Jean-Luc Mélenchon, un espoir très fort dans le pays qu'une autre politique est possible, qu'un autre monde est possible. Et donc là, ce qui se joue, c'est non seulement l'opposition à Macron, empêcher la casse des retraites, par exemple, mais ce qui se joue, c'est la conquête du pouvoir, tout simplement, pour qu'on puisse gagner et mettre en place une autre politique. Peut-être pourquoi vous n'êtes pas forcément contre une dissolution et un bien retour sûr, aux urnes. On n'est pas là pour passer le temps et jouer au théâtre à l'Assemblée. Je veux dire, on est là pour changer la vie des gens, avec eux, et faire en sorte qu'eux puissent prendre en main leur destin. Je vous remercie, Danielle Simonet. Je le rappelle, vous êtes député France Insoumise. Et je vous invite tous et tous à la marche dimanche, 14h, place de la Nation, contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Merci d'être venu sur le plateau du Média pour nous parler donc de ce moment de basculement, de cette crise politique. Exactement. Qui pointe le bout de son nez.